c'est quand vous remarquez, quand vous essayez de comprendre comment une nation fonctionne, vous pouvez vous imaginer que vous avez 3 étages. Vous avez le peuple, vous, moi, etc. À la base, là, on essaye de bidouiller, de vivre, d'élever nos enfants, de demander rien à personne, d'être indépendant, bref. Et puis, au-dessus de ce peuple, vous avez cette classe administrative qui fait fonctionner l'État. Vous savez, l'État, c'est une machine aujourd'hui très compliquée. Donc, il y a besoin de beaucoup de monde. Ça requiert de faire des études longues et extraordinairement emmerdantes. Vous apprenez vraiment rien d'intéressant, si c'est la façon dont l'État fonctionne. Et la condition sine qua non, c'est de n'avoir aucun caractère. Parce que si vous aviez du caractère, vous feriez autre chose tellement c'est emmerdant, quoi. Donc la classe administrative, elle se définie par le manque de courage, le manque de caractère. Bon, ça c'est évident. Et l'envie forcenée de ne jamais prendre aucun risque. Parce que s'ils sont dans l'administration, c'est parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque. S'ils voulaient prendre des risques, ils seraient dans le secteur privé. Là, on s'amuse beaucoup plus. On prend des claques, on tombe, on se relève, c'est affreux. Donc, ils n'aiment pas le risque. Et alors, ce qui s'est passé avec la constitution de la 5e, qui est une abomination, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années Giscard, la classe administrative a pris le contrôle du politique. Et tout en haut, vous avez le politique. Et le rôle du politique, c'est de prendre des décisions extraordinairement dangereuses, extraordinairement risquées, sans avoir tous les éléments pour les prendre. C'est-à-dire que le rôle du politique, c'est d'être foudroyé s'il se trompe. C'est Pétain. Il est foudroyé. Mais c'est la noblesse de la politique, c'est d'être foudroyé, justement. C'est pour ça qu'on les choisit. C'est l'exécution du roi qui est un classique de la sociologie. Et à partir de 70, notre classe politique a été conquise par la classe administrative. C'est-à-dire que la vraie réalité de la France aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de classe politique. Il n'y a plus d'hommes politiques. Il n'y a que des Juppé ou que des Fabius, qui, quoi qu'ils fassent, ne sont jamais foudroyés. C'est quand même stupéfiant dans notre pays. Pour être au Conseil constitutionnel, apparemment, il faut avoir été condamné par la justice, avoir un casier judiciaire. Parce que, si vous voulez, Dumas avait un casier judiciaire, Fabius a un casier judiciaire, Juppé, qui est sans doute le prochain président, a un casier judiciaire, et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'un gendarme n'a pas le droit d'avoir un casier judiciaire. Et la plus haute magistrature peut avoir un casier judiciaire. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent les uns les autres. Ils font passer des lois. Si vous aviez une chambre des députés où il y avait des garçons coiffeurs, eh bien, ils passeraient des lois favorables aux garçons coiffeurs. Si vous avez une chambre des députés où il n'y a que des fonctionnaires, ils passeront des lois favorables aux fonctionnaires et pour dédouaner les fonctionnaires. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu le Petit Nicolas. Vous savez, le Petit Nicolas, c'était Saint-Pé et Goscinny. Il y avait le Petit Nicolas, il y avait Clotaire, il y avait tous les... Et puis il y avait Agnan, vous savez, qui était le chouchou de la maîtresse, qui était la maîtresse préférée, enfin, qui était celui qui portait des lunettes tant qu'on ne pouvait pas le taper, quoi. C'était... Et bien aujourd'hui, nous sommes gouvernés par les Agnan. Et on en voit le résultat tous les jours. Quand j'étais dans mon université aux États-Unis, il y a un professeur qui nous a dit « Pourquoi croyez-vous que les entreprises qui sont là veulent vous embaucher ?» Et on s'est tous dit « Mais qui c'est ce crétin ?» Ben, ils veulent nous embaucher parce qu'on est les meilleurs, quoi. C'est évident, non?
Il nous dit pas du tout. Vous avez 27, 28, 29 ans, 30 ans, vous êtes en business school, et vous avez montré que vous continuez à étudier des trucs qui ne sont pas bien intéressants. Donc vous n'avez aucun caractère, et vous êtes de la chair à canon, quoi, pour les grandes sociétés. Si vous aviez du caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et je me suis dit, merde, il a raison. Et ça a beaucoup influencé ma vie, cette phrase. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que notre classe aujourd'hui, au pouvoir, depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne représente plus, en termes démocratiques, qu'elle-même. Elle ne représente plus notre pays, elle ne représente qu'elle-même. Et elle a des intérêts de classe qu'elle défend mordicus. Et donc, pour revenir à la notion de souveraineté, quel est le souverain en France, dans notre Constitution? Si vous lisez le texte, c'est le peuple français. C'est lui qui est le souverain. Il délègue sa souveraineté à des élus au travers d'élections, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette délégation, comme ces élus ont trahi et ont donné toute nos souverainetés à l'Europe, quand même ils représentent plus grand chose de la souveraineté, eh bien, ils ont, de leur côté, retransféré cette souveraineté qu'on leur avait donnée pour la transférer à des gens qui n'y ont pas le droit. Ils n'ont aucun droit. L'Europe s'est arrogée toute une série de souverainetés et ça n'a jamais été fondé sur une volonté populaire. D'ailleurs, en général, quand on demande à un pays comme la Suède, la Hollande, la France ou l'Angleterre, qui est d'ailleurs sortie de ce piège, comme disait mon cher père, les Anglais, ils sont assommants. Vous savez, il est officier. Ils perdent toutes les batailles et ils gagnent toutes les guerres. Et c'est tellement vrai. Nous, on gagne toutes les batailles et on perd toutes les guerres, c'est autre chose. Mais enfin, c'est un peu tristouné. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si on veut retrouver nos souverainetés, il faut redonner la parole aux souverains. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire qu'il faut monter partout en France des systèmes qui réclament le référendum d'initiative populaire, comme en Suisse. La Suisse, il n'y a... C'est moi vous donner. Il n'y a pas d'inflation en Suisse. C'est la monnaie la plus forte du monde. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils ont des excédents des comptes courants. Je crois que le SMIC en Suisse doit être à 4000 francs suisses, je ne sais pas combien. S'il y a un SMIC, parce qu'ils ne s'en occupent pas beaucoup. Et je vais demander à la salle, je suis sûr que je vais avoir de nombreuses réponses. Vous connaissez le nom d'un homme politique suisse? Quelqu'un connaît le nom d'un homme politique suisse? Qui ne soit pas suisse? Enfin, s'il est suisse, il n'a pas besoin de répondre. Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que si vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse, c'est peut-être pour ça que la Suisse marche. C'est parce que les Suisses votent sur tout. Tous les matins, ils votent sur combien on va payer les gars de l'école. En Suisse, il y a ce qu'on appelle une subsidiarité totale. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, c'est fait au niveau de la commune, puis au niveau du canton. Et jamais on ne fait remonter un problème. Tous les problèmes sont réglés à l'échelle locale. Donc, on a inventé la République, la démocratie représentative quand il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Donc on élisait un gars à Toulouse et puis on le chargeait de défendre des intérêts à Paris. Au bout de 2 ou 3 mandats, il devenait plus parisien que toulousien et là le problème commençait. Aujourd'hui, avec les téléphones que vous avez tous, on pourrait voter 2 fois par jour. La démocratie représentative n'a plus lieu d'être.